Il avait 18 ans. Un maillot de sport sur le dos, le numéro 25 brodé dans le tissu, les couleurs d'une équipe scolaire. Le soleil de mai derrière lui. Un quartier résidentiel ordinaire autour. Et des officiers de police qui l'encerclaient, pas encore sûrs de ce qui allait se passer dans les minutes suivantes. Ce garçon sur la miniature, c'est lui. C'est Ryan Hinton. Et ce jour-là, le 1er mai 2025, à East Price Hill, Cincinnati, Ohio, tout a basculé. Pas lentement, pas progressivement. En quelques heures, une voiture volée, 3 jeunes hommes qui prennent la fuite et une forêt à la lisière d'un quartier où un officier aperçoit quelque chose de brillant dans la main de son suspect. 5 coups de feu, un mort. Et une famille qui va chercher des réponses pendant des semaines, peut-être des mois. Mais ce qui rend cette histoire vraiment différente, ce qui l'élève au-dessus d'un simple fait divers, c'est ce qui arrive après. Parce que la mort de Ryan Hinton ne marque pas la fin du chaos, elle en marque le début. Son père va faire quelque chose d'impensable en réponse à ce deuil. Ses 2 complices vont plaider coupables. Et la question que tout le monde se pose, est-ce que la police a réellement eu le choix, va rester suspendue dans l'air comme une accusation sans verdict. On va tout reprendre depuis le début, depuis la nuit qui a précédé, depuis le vol, la nuit d'avant. La plupart des grandes catastrophes commencent de façon banale. Un oubli, une portière qu'on ne ferme pas à clé, une nuit qu'on pense paisible alors qu'elle ne l'est pas. À Edgewood, Kentucky, une ville tranquille, juste de l'autre côté de la rivière Ohio depuis Cincinnati, une femme a garé sa voiture comme elle le fait tous les soirs. Elle est rentrée chez elle. Elle a peut-être regardé la télévision, peut-être dîné avec ses enfants. Et quelque part dans le courant de la nuit, alors qu'elle dormait, quelqu'un s'est approché de son véhicule. La portière était déverrouillée. Ce n'était pas la première fois. Ce n'est presque jamais la première fois dans ce genre d'histoire. On laisse sa voiture ouverte parce qu'on est fatigué, parce qu'on est distrait, parce qu'on se dit que ça n'arrivera pas dans ce quartier, dans cette rue, cette nuit-là. Et puis ça arrive. Le voleur, ou les voleurs, n'avaient pas forcé. Pas de vitres cassées, pas de serrure abîmée. Juste une portière qu'on ouvre doucement, une main qui cherche dans le noir, et une voiture qui démarre et disparaît dans la nuit. La femme ne s'en est rendue compte qu'au matin. Elle est sortie et il n'y avait rien dans l'allée. Elle a regardé 2 fois, 3 fois, comme si la voiture allait réapparaître si elle fixait suffisamment longtemps le bout de béton vide. Puis elle a compris. Et elle a appelé la police. Mais avant d'appeler la police pour la voiture, elle a réalisé autre chose. Dans la boîte à gants de ce véhicule, elle gardait son pistolet. Elle avait obtenu son permis de port d'armes 5 ans plus tôt. Elle avait acheté l'arme dans un magasin spécialisé dans la banlieue de Cincinnati, un établissement qui avait depuis fermé ses portes et dont les archives avaient été transmises à une enseigne nationale, qui les avait envoyées au siège social, qui avait redirigé vers l'ATF, l'Agence fédérale de contrôle des armes à feu. Elle était mère de famille, 3 enfants, dont un autiste. Elle n'avait jamais eu d'ennui. Elle avait acheté cette arme pour se sentir en sécurité. Et maintenant, son pistolet avait disparu avec sa voiture, dans la nuit, sans qu'elle sache vers quoi il allait. Elle a quand même appelé. Elle a fait sa déclaration. Et quelque part dans le système, ce signalement a été enregistré. Un pistolet volé dans le comté de Kenton, Kentucky, en transit vers on ne sait pas encore où. Le matin du 1er mai. Le GPS a fait son travail. La femme l'avait activé depuis son téléphone dès qu'elle avait réalisé que son véhicule était parti. La puce a répondu. Le signal était clair. La voiture se trouvait à plusieurs kilomètres de là,
de l'autre côté de la rivière, dans le quartier d'East Price Hill, à Cincinnati, Ohio. Les officiers de la police de Cincinnati ont été avertis. Ils ont tracé l'adresse. Warsaw Avenue. Une rue résidentielle ordinaire, maisons en briques rouges, porches en bois, quelques arbres qui commencent tout juste à bourgeonner en ce début mai. La voiture était garée là, moteur éteint, comme si elle était chez elle depuis toujours. Mais à l'intérieur, il y avait quelqu'un. 3 quelqu'un, pour être précis. À ce stade, les officiers ne savaient pas encore grand-chose sur les occupants du véhicule. Ils savaient que la voiture était volée. Ils savaient qu'il fallait l'approcher avec précaution. Ce qu'ils ne savaient pas encore, ce qu'ils ne pouvaient pas savoir, c'est que l'une des 3 personnes à l'intérieur était potentiellement armée avec le pistolet de la propriétaire volé dans la nuit. Ils ont approché lentement, plusieurs unités. Ils ont entouré le véhicule. Position de couverture établie, main sur les armes. Procédure standard pour un véhicule signalé volé avec suspect potentiellement à bord. Et c'est là que tout a déraillé. Les portières se sont ouvertes presque simultanément. 3 jeunes hommes ont jailli de la voiture et ont couru dans 3 directions différentes, se dispersant dans le quartier comme des billes qu'on lâche sur un sol incliné. 2 filent vers le nord, l'un vers les bois qui bordent le quartier au sud. Ce qui était censé être une récupération de véhicules volés, une opération de routine qui prend 20 minutes, venait de se transformer en quelque chose d'entièrement différent. La chasse. Dans les opérations de maintien de l'ordre, la fuite de plusieurs suspects dans un quartier résidentiel est l'un des scénarios les plus compliqués à gérer. Vous avez des civils dans toutes les directions, des enfants qui jouent dans des cours, des personnes qui promènent leurs chiens, des ruelles qui mènent nulle part et d'autres qui débouchent sur des artères passantes. Et vous avez 3 individus qui connaissent peut-être ce terrain depuis l'enfance, qui savent où les clôtures sont basses, où les garages sont toujours ouverts, où on peut se cacher dans la végétation dense le long des voies ferrées. Les officiers de Cincinnati ont immédiatement déclenché une alerte de niveau supérieur. Toutes les fréquences radio ont été mobilisées. Des unités supplémentaires ont commencé à converger depuis les districts voisins. Des drones ont été déployés pour couvrir les zones inaccessibles à pied, ces angles morts où un homme accroupi peut passer des heures sans être vu depuis la rue. Des chiens pisteurs ont été amenés pour suivre les traces dans les zones boisées. Le quartier a été mis sous surveillance quasi totale en l'espace de 20 minutes. Des voitures de patrouille bloquaient les artères principales. Des officiers à pied fouillaient les ruelles et les cours intérieures. La coordination était bonne, la communication fonctionnait. Et pourtant, les 3 suspects avaient disparu, comme s'ils s'étaient évaporés dans l'air tiède de ce début mai. Ce qui rendait la situation particulièrement tendue, c'est ce que les officiers ignoraient encore à ce stade avec certitude. L'un des 3 garçons était potentiellement armé. Ils n'avaient pas trouvé d'armes dans le véhicule, ce qui signifiait soit qu'il n'y en avait pas, soit que quelqu'un l'avait emporté dans sa fuite. Chaque décision prise à partir de ce moment-là s'est faite dans ce flou, cette incertitude, cette question qui ne trouvait pas de réponse. La bibliothèque est la première erreur. Moins d'1 heure après le début de la fuite, un signalement parvient aux centrales de coordination. Un suspect correspondant à la description de l'un des 3 garçons a été aperçu à proximité d'une bibliothèque publique. Pas dans le quartier immédiat de Warsaw Avenue, beaucoup plus loin, presque 3 kilomètres. Ça paraît beaucoup, mais en courant dans des ruelles, en traversant des parcs, en sautant des grillages, un homme de 18 ou 19 ans peut couvrir 3 kilomètres en moins de 20 minutes quand la peur est assez forte. Les officiers se dirigent vers la bibliothèque. Un jeune homme est repéré à l'extérieur. Taille approximative, corpulence approximative, vêtements correspondant grossièrement à la description diffusée sur les ondes.
Les officiers sortent de leur voiture avec précaution. Ils l'abordent. La procédure standard dans ce genre de situation, c'est d'immobiliser le suspect pendant qu'on vérifie son identité, même si l'incertitude est grande. Parce que si c'est lui, et s'il est armé, chaque seconde d'hésitation est une seconde de trop. L'homme obtempère. Mais il proteste vivement. Il dit qu'il était juste là, dehors, qu'il venait de sortir de chez lui, qu'il était au téléphone avec un ami, qu'il n'a rien à voir avec quoi que ce soit. Pendant ce temps, un officier entre dans la bibliothèque pour prévenir le personnel. Il explique la situation avec autant de calme que possible. Une fusillade dans le quartier, des suspects en fuite. L'un d'eux pourrait correspondre à l'homme qu'ils ont arrêté dehors. Peut-être une homicide, il ne sait pas encore. Le bibliothécaire est sous le choc. La bibliothèque est ouverte depuis peu. Des usagers sont à l'intérieur. L'officier fait le tour des pièces, vérifie les couloirs, les coins reculés. Rien. Dehors, les collègues ont sorti le kit de test pour les résidus de poudre à canon. C'est un test standard, rapide. Il détecte la présence de composés spécifiques qui se déposent sur les mains et les poignets au moment où une arme à feu est tirée. Le protocole veut qu'on teste les suspects potentiels avant de les relâcher, même si la probabilité qu'ils aient tiré est faible. Le test revient négatif, propre. L'homme n'a pas tenu d'arme récemment. Les officiers ont arrêté la mauvaise personne, pas un criminel, juste quelqu'un qui se trouvait là, au mauvais endroit, au mauvais moment, avec une taille et une corpulence qui correspondaient vaguement à une description générale. L'homme est relâché avec des excuses. Il est visiblement bouleversé, mais il comprend. Il dit qu'il aurait couru s'il avait quelque chose à se reprocher. Et il n'a pas couru précisément parce qu'il n'avait rien fait. Les 3 suspects sont toujours dans la nature. L'arme volée, le signalement. Pendant que la recherche continue de mobiliser des dizaines d'officiers à travers le quartier, un autre appel arrive au central. Un appel qui n'a, a priori, rien à voir avec la fusillade de Warsaw Avenue. Une femme signale qu'on lui a volé son pistolet. Son véhicule, garé devant chez elle, a été fouillé durant la nuit. Un officier arrive chez elle pour prendre sa déposition. La femme est calme, mais dévastée. Elle explique tout. Le permis, l'achat il y a 5 ans, le magasin fermé, les archives transmises de service en service. L'ATF au bout du fil qui lui dit d'attendre. L'officier prend la déposition avec patience. Il lui explique qu'on peut ouvrir un dossier même sans numéro de série. Que si l'arme est utilisée quelque part, il y a des façons de remonter la trace. Aucun des deux ne le sait encore à cet instant. Mais ce pistolet, cette arme qu'une mère avait achetée pour se sentir en sécurité, est déjà entre les mains de l'un des 3 fugitifs que des dizaines d'officiers cherchent depuis le début de la matinée. Le premier suspect capturé. Les drones tournent en silence au-dessus du quartier. Ils couvrent méthodiquement les zones que les patrouilles à pied ne peuvent pas atteindre. Les rives broussailleuses le long des voies ferrées. Les terrains vagues derrière les entrepôts. Les bandes boisées à la lisière des quartiers résidentiels. Un opérateur voit quelque chose. Une silhouette accroupie dans les broussailles d'une zone boisée. Immobile. Mais là, la radio s'emballe doucement. Coordonnées transmises. Unité redirigée. Ce qui suit est une manœuvre classique dans les opérations de traque urbaine, ce qu'on appelle un mouvement en tenaille ou mouvement en pince. L'idée est simple mais efficace. On forme 2 groupes. Le premier prend position du côté visible pour le suspect. Il fait du bruit, il appelle, il attire l'attention. Le suspect se concentre sur ce groupe-là. Et pendant ce temps, le deuxième groupe se déplace silencieusement depuis l'arrière, contourne, se positionne. Quand le suspect essaie de fuir dans la direction qu'il croit libre, il tombe directement dans les bras du second groupe. Ça fonctionne parce que ça exploite l'instinct naturel d'un fugitif. Regarder devant soi. Surveiller la menace visible.
ne pas penser à ce qui arrive par derrière. Ce jour-là, la manœuvre a fonctionné comme prévu. Le suspect portait une chemise blanche et un jean bleu. Il essayait de se fondre dans les broussailles. Quand le second groupe d'officiers a surgi derrière lui, il n'avait nulle part où aller. Quelques secondes de résistance verbale, puis la mise à terre, les menottes, la garde à vue. 1 sûr, 3 en custodie, 2 encore dans la nature, et l'arme toujours introuvable. La deuxième arrestation erronée. Quelques minutes après la capture du premier suspect, une autre unité repère un homme à l'intersection de Warsaw Avenue et de Glenway. Description grossièrement cohérente avec l'un des suspects encore en fuite. L'officier l'interpelle. L'homme lève les mains sans résister. Il est contrôlé, retourné, menotté. Mais dans les secondes qui suivent, quelque chose ne colle pas. L'homme dit qu'il allait travailler, qu'il habite à une rue d'ici, qu'il peut dire par où il est passé, à quelle heure il a quitté chez lui, qu'il peut confirmer où il était ce matin. Il n'est pas paniqué, il ne cherche pas à fuir. Il coopère avec une fluidité qui ne ressemble pas à celle d'un homme qui vient de passer des heures à courir dans des bois. Les officiers vérifient, ce n'est pas lui. Deuxième fausse arrestation de la journée. L'homme est relâché. Il dit qu'il comprend. Il dit que les gens vont voir ça au journal télévisé du soir. Les officiers s'excusent avec sincérité. Il repart vers son travail, à une rue de là, avec cette expérience bizarre et inconfortable dans les bagages. 2 arrestations erronées. Une arme non localisée. 2 suspects encore en fuite. La pression monte. Les heures passent. Et les officiers commencent à se demander si les suspects n'ont pas simplement réussi à s'échapper définitivement. Les chiens et le garage. Les unités cynophiles ont prélevé les sangs dans l'habitacle du véhicule volé. Les chiens ont humé les sièges, le volant, le tableau de bord. Ils ont la trace. Ils commencent à travailler le terrain. Mais dans un quartier urbain, les odeurs ne sont pas linéaires. Elles s'accumulent sur les trottoirs, se mélangent avec les déchets, les gaz d'échappement, les passages de dizaines d'autres personnes depuis le matin. Un chien pisteur peut suivre une trace extraordinairement fine. Mais il ne peut pas faire abstraction de tout le reste. La progression est lente, fragile. Un nouveau signalement vient relancer l'élan. Un habitant du quartier dit avoir vu quelqu'un courir vers un garage ou s'y cacher, quelques rues plus loin. Les officiers se déplacent immédiatement. Ils sécurisent le périmètre, regardent à travers les fenêtres, vérifient l'intérieur de la voiture dans l'allée, inspectent derrière les poubelles, le long des murs. Rien. Le suspect est passé par là, peut-être. Ou peut-être que l'habitant a vu quelqu'un d'autre courir pour une toute autre raison. Impossible à dire. Les équipes sont épuisées. Les heures s'accumulent. Et c'est dans ce moment de doute, quand la traque commence à ressembler à un exercice vain, qu'un officier positionné en hauteur, sur une colline qui domine la lisière boisée du quartier, voit quelque chose qu'il n'était pas censé voir. L'homme en noir. Une silhouette. Tout habillé en noir. Qui se déplace entre les arbres avec la lenteur calculée de quelqu'un qui sait qu'il est cherché et qui essaie de ne pas attirer l'attention. Pas de course, pas de précipitation. Juste ce mouvement prudent, mesuré, de quelqu'un qui croit peut-être qu'il va s'en sortir si personne ne le voit. Mais quelqu'un l'a vu. La radio grésille. Les coordonnées sont transmises. Les unités se repositionnent discrètement. On ne crie pas. On ne fait pas de lumière. On ne veut pas que le suspect comprenne que l'étau se resserre autour de lui. Les mêmes principes s'appliquent. 2 groupes. Un en façade pour créer une présence visible. Un en arrière pour couper la retraite. La végétation est dense. Il fait chaud. Les officiers avancent à travers les broussailles avec précaution, en essayant de ne pas faire craquer les branches sous leurs pieds. Quelqu'un à la radio dit « Ne descendez pas trop, on ne veut pas de feu croisé ». C'est dans cet instant que la prudence de chacun est à son maximum. Parce que dans une zone boisée, dans une opération d'encerclement, si quelqu'un tire, la confusion peut faire des dégâts dans toutes les directions. Les officiers du groupe arrière savent que leurs collègues du groupe avant sont quelque part devant eux.
Et les officiers du groupe avant savent la même chose dans l'autre sens. Il faut coordonner, il faut communiquer, il faut aller vite, parce que le suspect commence à comprendre qu'il est cerné. 5 coups de feu. Il a un flingue. Il a un flingue sur votre droite. À droite. Il a un flingue. Ce sont les mots qu'on entend sur les bodycams dans les secondes qui précèdent la fusillade. Pas une voix paniquée, une voix tendue, précise, qui transmet une information à ses collègues dans les termes les plus directs possibles. Il a une arme, il est à droite, méfiez-vous. Les officiers crient des ordres en direction du suspect. Montrez les mains, restez immobile, ne pas bouger. Les voix se superposent. Il y a de l'urgence dans chaque mot. Pas de l'hystérie, de l'urgence. Et puis les coups partent. 5 en quelques secondes. Le son des détonations dans les bois résonne contre les arbres. Ce qui arrive immédiatement après, c'est quelque chose que les gens qui voient la police uniquement à travers les reportages télévisés ne s'attendraient peut-être pas à voir. Les officiers appellent une ambulance. Immédiatement. Même si l'adrénaline est encore dans leurs veines. Même si personne n'a encore eu le temps de comprendre exactement ce qui vient de se passer. Le protocole est clair. Si quelqu'un est touché lors d'un échange de tirs, on appelle les secours avant de faire autre chose. Des officiers s'approchent du suspect à terre. Ils évaluent son état. Ils cherchent à stabiliser la situation. Quelqu'un signale un chargeur à quelques mètres. Des secours arrivent dans les minutes suivantes. Mais les blessures sont trop graves. Ryan Hinton, 18 ans, sera déclaré mort à l'hôpital peu après. Avant qu'on continue, parce que ce qui arrive ensuite dans cette affaire va encore monter d'un cran, si vous regardez ce genre de contenu régulièrement et que vous n'êtes pas encore abonné à la chaîne, c'est le bon moment. Chaque semaine, il y a de nouveaux dossiers, traités en profondeur et sans rien cacher. Les notifications vous éviteront de passer à côté. L'autopsie. Le rapport du médecin légiste est précis. Clinique, sans émotion. C'est la nature de ces documents. Ils décrivent ce qui s'est passé à l'intérieur d'un corps humain avec la même neutralité qu'un rapport mécanique décrirait la défaillance d'un moteur. Ryan Hinton a été atteint par 3 des 5 projectiles tirés. Le premier impact est entré sous son aisselle gauche. Il a traversé sa cage thoracique dans un angle descendant, perforé son cœur et est ressorti par le centre de sa poitrine. C'est cette blessure qui a été déclarée fatale. C'est elle qui a causé sa mort. Et selon les légistes, c'est très probablement le premier projectile qui l'a touché, compte tenu de la trajectoire et de la rapidité de l'effondrement. Le deuxième impact a atteint son avant-bras gauche. Blessure des tissus mous, sans atteinte osseuse. Non fatale dans d'autres circonstances. Le troisième a touché la zone de l'épaule droite, dans la partie supérieure du dos. Également une blessure des tissus mous. Non fatale. La trajectoire du projectile fatal, entrant sous le bras gauche et traversant la poitrine, est cohérente avec la posture d'un homme dont le bras gauche était levé et plié au niveau du coude, dans une position qui ressemble à celle qu'on adopte quand on pointe ou tient quelque chose devant soi. Les officiers ont dit que Ryan Hinton pointait son arme vers eux. L'autopsie ne le confirme pas explicitement. Les médecins légistes ne témoignent pas de l'intention, seulement des faits anatomiques, mais les données sont cohérentes avec la version des officiers. Une arme a été retrouvée à quelques mètres du corps. Un chargeur supplémentaire également. L'arme correspondait à celle volée à la femme du quartier dans la nuit. Les 2 survivants. De retour au commissariat, les enquêteurs font asseoir D'Anthony Bullocks et Jerrell Austin séparément dans des salles d'interrogatoire. 19 ans et 18 ans. Ils viennent de passer plusieurs heures à courir dans un quartier de Cincinnati, à se cacher dans des recoins,
à entendre les chiens et les drones au-dessus de leur tête. Ils sont épuisés. Et maintenant, ils doivent répondre à des questions. Les deux ont admis rapidement les faits essentiels. Ils étaient dans la voiture avec Ryan Hinton. La voiture était volée. Quand les officiers sont arrivés, ils ont pris la fuite. Ils ont couru dans le quartier en essayant de disparaître. Ils ne savaient pas exactement où aller. Ils espéraient juste échapper à l'arrestation, se perdre dans les rues, attendre que ça se calme. Les deux ont affirmé de façon constante qu'ils n'étaient pas armés, qu'ils n'avaient tiré sur personne, que leur seule intention, ce jour-là, était de fuir et de se faire oublier, qu'ils ne savaient pas ce que Ryan allait faire une fois seul, qu'ils n'étaient pas avec lui quand les coups de feu avaient retenti. Les enquêteurs ont vérifié chaque élément. Test de résidus de poudre à canon sur les deux, négatif. Aucune arme retrouvée sur eux ou dans leur zone d'arrestation. Témoignages croisés, cohérents entre eux et avec les éléments matériels du dossier. Déclaration stable d'un interrogatoire à l'autre, sans les contradictions qui trahissent habituellement un mensonge. Il y a quelque chose d'étrange dans cette partie de l'histoire. Ces deux jeunes hommes, D'Anthony Bullocks et Jerrell Austin, ont participé au vol du véhicule. Ils ont fui. Ils ont forcé les officiers à mobiliser des ressources considérables pendant des heures. Mais dans les faits, leur contribution directe à la mort de Ryan Hinton est nulle. Ce sont eux qui ont survécu. Ce n'est pas eux qui portaient l'arme. Ce n'est pas eux qui ont affronté les officiers dans les bois. La vie, dans sa mécanique brutale, a fait ce choix-là. Ryan était celui qui avait le pistolet. Et Ryan est mort. La conclusion des forces de l'ordre, parmi les 3 garçons qui avaient fui la voiture volée ce matin-là, un seul était armé. Un seul avait le pistolet volé à la femme du quartier. Et cet homme, c'était Ryan Hinton. Bullocks et Austin ont été inculpés pour obstruction à l'exercice de la justice. Ils ont tous deux plaidé coupables. Les détails précis de leur peine n'ont pas été rendus entièrement publics au moment où cette vidéo a été préparée. Mais leur coopération avec les enquêteurs a sans doute joué dans la balance. La famille. La nouvelle de la mort de Ryan Hinton a mis du temps à parvenir à sa famille d'une façon officielle. Comme dans presque tous ces cas, les informations circulent d'abord par des canaux non officiels. Un ami qui a un ami qui était dans le quartier, un voisin qui a vu les voitures de police, un message sur les réseaux sociaux avec juste assez de détails pour créer la panique, mais pas assez pour comprendre vraiment ce qui s'est passé. Sa grand-mère a été la première à arriver sur les lieux. On la voit sur les images de bodycam, accompagnée d'une autre femme. Elles arrivent en voiture. Elles sortent. Elles cherchent un visage familier parmi les officiers. Elles ne savent pas encore exactement ce qui s'est passé. Elles ont juste reçu un appel inquiétant. Un policier s'approche d'elles avec autant de douceur que la situation permet. Il leur explique qu'elles doivent se rendre au bureau des investigations criminelles. Il leur dit que la personne impliquée se trouve à l'hôpital universitaire. Il leur donne une adresse. L'une des 2 femmes demande « Est-ce qu'il est vivant ?» L'officier ne répond pas directement à cette question. Il répète l'adresse du bureau des enquêtes. Il dit que les enquêteurs pourront leur donner les informations. C'est dans ce silence, dans cette façon de ne pas répondre à la question directe, que la vérité arrive. Avant les mots, avant les formalités, avant les formulaires. La grand-mère s'effondre presque. L'autre femme la retient. Elles ne peuvent pas conduire dans cet état. Un officier propose de déplacer leur voiture pour elles. Le père, Rodney Hinton Jr., est le père de Ryan. Et dans les jours qui suivent la mort de son fils, quelque chose se casse en lui d'une façon que personne autour de lui ne voit venir, ou peut-être que tout le monde voit venir, mais que personne ne sait comment arrêter. Le deuil d'un parent pour un enfant
est une des souffrances les plus absolues qui existent. Il n'y a pas de hiérarchie dans la douleur. Mais il y a quelque chose de particulièrement dévastateur dans le fait de survivre à son enfant. Surtout quand cet enfant avait 18 ans. Surtout quand il est mort dans des circonstances violentes et soudaines. Surtout quand les circonstances sont ambiguës, quand on ne sait pas exactement quoi croire, quand le deuil se mélange à la colère, quand la colère ne trouve pas d'endroit où se poser, et quand chaque matin sans ce fils semble une nouvelle accusation que le monde n'a pas su le protéger. Les détails exacts de ce qui s'est passé dans la tête de Rodney Hinton Jr. entre la mort de Ryan et son propre acte, on ne peut que les imaginer. Ce qu'on sait avec certitude, c'est que quelques jours après le décès de Ryan, il a pris sa voiture et il a délibérément foncé sur un shérif adjoint du comté de Hamilton. Le shérif adjoint a survécu. Rodney Hinton Jr. a été arrêté sur place. Pas de fuite, pas de tentative de nier les faits. Juste l'arrestation, immédiate, inévitable. Dans les semaines qui ont suivi, ses avocats ont tenté de plaider la détresse psychologique liée au deuil comme circonstance atténuante. Que l'acte était le produit d'un chagrin incontrôlable, d'un père qui avait perdu sa capacité à raisonner normalement face à l'ampleur de sa perte. Ces arguments seront pesés par les tribunaux dans les mois à venir. L'inculpation qui a suivi l'arrestation est lourde. Meurtre aggravé. Parce que la loi de l'Ohio, dans certaines circonstances, permet cette qualification, même lorsque la victime a survécu, si l'intention de causer la mort est clairement établie par les preuves matérielles et les circonstances de l'acte. La mort de Ryan avait déjà brisé une famille. L'arrestation de son père a achevé de la fracasser. Et dans ce désastre en cascade, il est difficile de ne pas voir la même logique à l'œuvre que le matin du 1er mai. Une chaîne de décisions prises sous l'emprise de la peur, de la colère, du désespoir, dont chaque maillon rend le suivant plus inévitable. Ce que la police a dit et ce qu'on ne peut pas savoir. La version officielle des forces de l'ordre a été cohérente depuis le premier jour. Ryan Hinton avait une arme. Il l'a pointée en direction des officiers. Dans ces circonstances, les officiers avaient légalement et procéduralement le droit de tirer. Ils ont tiré. 5 coups, 3 impacts, 1 mort. Cette version est soutenue par plusieurs éléments tangibles. Les images de bodycam montrent les officiers criant des ordres. L'autopsie montre une trajectoire de blessure cohérente avec un bras levé tenant un objet. Une arme a été retrouvée sur les lieux. Le chargeur supplémentaire aussi. Mais il y a ce que les caméras ne capturent pas. Les angles morts. Les secondes précises où les décisions ont été prises. Est-ce que Ryan Hinton avait réellement pointé l'arme ou est-ce qu'il la tenait et essayait de l'abandonner? Est-ce qu'il essayait de se rendre et que la confusion du moment a mal interprété ses gestes? Est-ce qu'il avait eu peur et réagi par réflexe? Personne ne peut répondre à ces questions. Les officiers présents ont dit ce qu'ils ont vu. L'autopsie dit ce qu'elle peut dire. Mais le moment exact de la décision de tirer, la fraction de seconde qui sépare « il va me tirer dessus » de « il lève les bras pour se rendre » ne sera jamais totalement reconstituable. C'est ça la tragédie centrale de cette affaire. Pas l'incompétence, pas forcément la malveillance, mais l'irréversibilité de ce qui s'est joué en une fraction de seconde dans ces bois. L'enquête interne. Les tirs impliquant des policiers font systématiquement l'objet d'une double enquête dans l'Ohio. Une enquête interne menée par le département lui-même et une enquête externe souvent conduite par le bureau du procureur du comté ou par une unité indépendante. Les bodycams de chaque officier impliqué ont été saisis immédiatement. Les déclarations ont été recueillies séparément pour éviter toute coordination préalable entre les agents. Les images ont été examinées image par image. Les premières conclusions de l'enquête interne ont confirmé que les officiers avaient suivi les procédures, que la menace perçue était réelle, que les tirs étaient conformes au protocole en vigueur dans le département. Aucune charge n'a été retenue contre les officiers impliqués. La famille de Ryan Hinton
a annoncé envisager des recours civils. Des organisations de défense des droits civiques ont demandé que la totalité des images de bodycam soient rendues publiques. La police de Cincinnati a indiqué suivre les procédures de divulgation applicables dans l'État de l'Ohio. Ces procédures prennent du temps. Ce temps, pour une famille en deuil, ressemble à de l'opacité. Et cette opacité nourrit la méfiance. Et cette méfiance complique tout le reste. Le quartier est ce qu'il dit, East Price Hill, est l'un de ces quartiers qui portent le poids de décennies d'histoire urbaine complexe. Mais pas un quartier sans passé. Ce n'est pas un quartier sans ressources non plus. Il y a des bibliothèques, des parcs, des écoles, des familles qui y vivent depuis plusieurs générations. Des gens qui tiennent leur commerce depuis 20 ans, des voisins qui se connaissent depuis l'enfance, des réseaux de solidarité informels qui fonctionnent dans l'ombre depuis toujours. Mais East Price Hill, comme beaucoup de quartiers similaires dans les grandes villes du Midwest américain, porte aussi les cicatrices de la désindustrialisation, de la pauvreté concentrée, des politiques de logement qui ont créé des poches d'isolement où les opportunités se raréfient et où les mauvaises décisions se prennent plus facilement. Les statistiques de criminalité y sont plus élevées que la moyenne de la ville. Les vols de véhicules y sont plus fréquents. Les interactions entre les jeunes hommes et les forces de l'ordre y sont plus tendues, plus chargées d'histoire, plus susceptibles de dégénérer. Ce qui s'est passé le 1er mai 2025 n'est pas sorti de nulle part. C'est le produit d'une mécanique qui se met en place bien avant la journée elle-même, bien avant la voiture volée, bien avant la décision de fuir, bien avant les bois et les 5 coups de feu. Ce n'est pas une explication, ce n'est pas une excuse pour qui que ce soit. C'est un contexte que les reportages courts et les vidéos virales omettent presque toujours, parce que le contexte prend du temps et que le temps, sur Internet, est une denrée rare. La chaîne des décisions. Revenons en arrière. Revenons au matin du 1er mai, à l'instant précis où la voiture est repérée sur Warsaw Avenue. Décomposons la chaîne des décisions qui a conduit à cette fusillade dans les bois. Première décision, voler la voiture. Quelqu'un, Ryan, ou l'un des trois, ou les trois ensemble, a décidé de prendre ce véhicule à Edgewood dans la nuit. Ce n'est pas anodin, c'est un crime. C'est le premier maillon de la chaîne. Et comme tous les premiers maillons, il semble presque banal au moment où on le pose. Un vol de voiture. Des milliers par an dans le pays. La plupart des personnes arrêtées pour vol de véhicules ne finissent pas dans les bois face à des officiers armés. Mais certaines si. Et on ne sait jamais à l'avance quelles circonstances vont transformer un délit ordinaire en quelque chose d'irréparable. Deuxième décision, transporter une arme. Le pistolet volé à la femme du quartier s'est retrouvé entre les mains de Ryan Hinton d'une façon qui n'a pas été entièrement explicitée publiquement. Était-ce lui qui avait fouillé le véhicule de la femme dans la nuit? Avait-il l'arme sur lui avant même de monter dans la voiture volée? Ces questions restent ouvertes. Ce qu'on sait avec certitude, c'est qu'au moment où les officiers l'ont trouvé dans les bois, il avait cette arme. Et que c'est ce fait-là qui a changé radicalement la nature de l'affrontement qui a suivi. Troisième décision. Fuir quand les officiers sont arrivés. C'est la décision pivot. C'est elle qui transforme une arrestation banale en une traque de plusieurs heures. Si les trois hommes s'étaient arrêtés, si Ryan Hinton avait levé les mains, en laissant de côté la question de l'arme pour un instant, l'issue aurait été radicalement différente. Une arrestation. Des charges liées au véhicule volé. Pas de fusillade, pas de mort, pas de père en prison quelques semaines plus tard. Mais fuir semblait peut-être, dans ce moment, la seule option envisageable. Parce que c'est ce que l'instinct commande quand on a quelque chose à cacher et que des voitures de police s'approchent. Et parce que personne ne peut savoir, dans ce moment d'adrénaline pure, que cette décision va transformer une mauvaise journée en catastrophe absolue. Quatrième décision, dans les bois. Tenir l'arme dans une position que les officiers ont interprétée comme menaçante.
Que cette position ait été délibérément agressive ou le résultat d'un geste mal interprété dans la confusion et l'épuisement du moment, elle a déclenché ce qui a suivi. 5 coups de feu, 3 impacts, 1 mort. Chacune de ces décisions avait une alternative. Et l'absence de cette alternative, à chaque étape, c'est ça, le fil invisible qui conduit à la forêt du 1er mai. On n'a pas besoin d'invoquer le destin. On n'a pas non plus besoin de réduire tout ça à la faute d'une Seule personne. Ce qui s'est passé est le produit d'une série de choix faits dans des contextes différents, par des personnes différentes. Et leur convergence, ce matin-là, dans ce bois, a produit quelque chose d'irrémédiable. La pression sur les officiers. Il y a quelque chose qu'on ne voit pas assez souvent dans le récit de ces événements. La pression psychologique qui pesait sur les officiers pendant cette longue journée de recherche. Imaginez. Vous cherchez depuis des heures un homme qui est peut-être armé. Vous ne savez pas s'il l'est. Vous ne pouvez pas le savoir avec certitude avant de l'avoir en face de vous. Chaque porte que vous cognez, chaque allée que vous traversez, chaque bois dans lequel vous entrez, c'est un moment où la réponse à cette question pourrait arriver sous la forme d'une détonation. 2 officiers avaient déjà essayé de capturer Ryan Hinton lors d'une tentative précédente dans la matinée. L'un d'eux avait été blessé dans l'altercation. Des abrasions, un pouce foulé, une entorse cervicale. Des blessures suffisamment graves pour qu'il ne puisse pas travailler normalement pendant plusieurs semaines. Ces blessures ne sont pas spectaculaires, mais elles rappellent que la poursuite de ce matin-là était physique, réelle, violente dans ses contours. Les officiers qui ont finalement trouvé Ryan Hinton dans les bois avaient derrière eux une journée d'interpellations erronées, de fausses pistes, d'efforts épuisants dans la chaleur du début du mois de mai. Ils savaient qu'un des 3 suspects était potentiellement armé. Il venait d'entrer dans une zone boisée dense où la visibilité est faible et où une embuscade est possible. Ce n'est pas une excuse pour ce qui a suivi, c'est un contexte. Les décisions ne se prennent pas dans le vide. Les procédures et leurs limites. Dans les semaines qui ont suivi la fusillade, plusieurs voix se sont exprimées pour demander un examen approfondi des procédures utilisées par la police de Cincinnati lors de cette journée. La question principale, est-ce que le protocole d'encerclement dans une zone boisée, sans négociation préalable prolongée, sans tentative d'établir un contact verbal soutenu avant de procéder à l'arrestation physique, était approprié dans ce contexte précis? Les défenseurs des forces de l'ordre ont répondu que le suspect était armé, que les officiers avaient crié des ordres répétés et que dans ces circonstances, le protocole était conforme aux directives du département de Cincinnati. Les critiques ont souligné que les négociations de crise, même courtes, même dans des situations mouvantes, peuvent parfois changer l'issue. Que dans certaines situations, le seul fait de parler, de créer un lien vocal, peut désescalader ce qui risque de devenir un affrontement fatal. Ces débats sont légitimes, ils sont nécessaires, mais ils n'ont pas de réponse tranchée, parce que les procédures policières doivent à la fois protéger les officiers et minimiser le risque de mort pour les suspects. Et parfois, trop souvent, ces 2 objectifs entrent en collision dans les secondes les plus brèves, les plus intenses, les plus irrécupérables. Les questions sans réponse. Il reste des zones d'ombre dans cette affaire. Des questions que les documents officiels ne tranchent pas complètement. Pourquoi Ryan Hinton avait-il cette arme sur lui ce jour-là? La réponse n'a pas été rendue publique avec précision. On sait que le pistolet correspondait à celui volé à la femme du quartier. Mais le lien direct entre Ryan et ce vol spécifique n'a pas été établi de façon explicite dans les communications officielles. Qu'est-ce qui s'est passé dans les bois dans les secondes qui ont précédé les tirs? Les images de bodycam montrent des officiers qui crient. Elles montrent un objet métallique. Mais elles ne montrent pas tout. Il y a toujours des angles morts. Il y a toujours ce que les caméras ne capturent pas. Et la question la plus difficile,
celle à laquelle aucune enquête ne peut répondre. Est-ce que Ryan Hinton avait l'intention de tirer? Ou est-ce qu'il avait peur, qu'il était épuisé après des heures de fuite, qu'il tenait l'arme sans savoir quoi en faire, et que ses gestes ont été interprétés d'une façon qu'il ne souhaitait peut-être pas? On ne saura jamais. Ce moment-là est irréversible. Et c'est peut-être la chose la plus tragique de toute cette histoire. Avant la conclusion, et si vous êtes encore là à cette étape de la vidéo, c'est que ce type d'analyse en profondeur vous correspond vraiment. N'oubliez pas de vous abonner si ce n'est pas encore fait. La prochaine vidéo est déjà en préparation, avec une affaire qui va encore vous surprendre. Ce qu'on retient, Ryan Hinton avait 18 ans le 1er mai 2025. Il portait un maillot de sport numéro 25. Il était dans une voiture volée avec 2 amis, et à la fin de cette journée, il était mort dans un bois à Cincinnati, abattu par les officiers qui le cherchaient depuis le matin. Ce n'est pas une histoire simple. Ce n'est pas une histoire où tout le monde a tort ou tout le monde a raison. C'est une histoire où une série de décisions, prises par des personnes différentes, dans des contextes différents, avec des intentions différentes, a créé une situation qui n'avait presque aucune issue heureuse une fois mise en mouvement. La femme qui a laissé sa portière déverrouillée, celui qui a fouillé son véhicule et pris son arme, les 3 garçons qui ont volé une voiture, la décision de fuir, et dans les bois, cette dernière fraction de seconde où une vie s'est terminée. Les officiers ont fait leur travail dans des conditions difficiles. Ils ont interpellé plusieurs personnes innocentes avant de trouver les coupables. Ils ont couru pendant des heures sous le soleil de mai. Et dans les bois, face à ce qu'ils ont décrit comme une arme pointée vers eux, ils ont appuyé sur la gâchette. La famille de Ryan Hinton va vivre avec cette perte pour le reste de leur vie. Son père, dévasté au-delà du supportable, a répondu à cette douleur d'une façon qui lui a coûté sa liberté. Ses 2 amis, DeAnthony et Jerrell, ont plaidé coupables et vont devoir reconstruire quelque chose après ça. Et quelque part dans Cincinnati, une femme continue de vivre avec le fait que le pistolet qu'elle avait acheté pour se sentir en sécurité, ce pistolet qu'elle cherchait dans des archives perdues le matin même des événements, a contribué à la mort d'un garçon de 18 ans. C'est ça, la vraie complexité de cette affaire. Pas les tirs en eux-mêmes, pas les procédures, pas même la question de savoir si les officiers ont eu le choix. Mais cette toile d'événements ordinaires, une portière, un vol, une fuite, une arme, qui se sont combinés pour produire quelque chose d'irréversible. Ryan Hinton aurait pu être encore en vie aujourd'hui. Cette phrase est vraie. Sous combien de conditions différentes aurait-elle pu le rester? C'est la question à laquelle personne ne peut vraiment répondre. Et c'est pour ça que cette histoire ne s'oublie pas.